Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades, peuple d'Afrique. Je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo car elle est d'une importance capitale. Donc, partagez au maximum la vidéo. On va bien évidemment rentrer en profondeur de la géopolitique aujourd'hui là. La politique internationale, on va déballer ça parce qu'on ne va pas tout rester dans notre politique, dans notre sphère à nous. Non, il faut sortir. Chers camarades peu d'Afrique, le monde des non-alignés pleure aujourd'hui. Le monde des résistants pleure aujourd'hui. Le monde, chers camarades peu d'Afrique, de l'opposition au monde unipolaire, souhaité, voulu par l'Occident, pleure aujourd'hui. Pleure son fils, chers camarades peu d'Afrique, Ibrahim Raïssi, le président iranien, est tombé. Il est tombé hier en venant de l'Azerbaïdjan où il est allé inaugurer des barrages avec bien entendu son ministre des Affaires étrangères. Son hélicoptère a fait crash. Son hélicoptère a fait crash à cause des conditions météo. Même quand l'hélico a fait crash, les secouristes, pour que depuis les airs, ils puissent voir la position de l'hélicoptère, c'était 1000 problèmes. C'était casse-tête chinois. Donc aujourd'hui, il a été confirmé que l'hélicoptère a été bel et bien retrouvé. Mais ce qui restait de l'hélicoptère ne pouvait pas garder en vie le guide iranien, l'ayatollah Ibrahim Raïssi. Chers camarades, il y a 5 jours de deuil qui ont été décrétés là-bas par les autorités de là-bas. Je crois c'est Mohamed Mokber, son vice-président qui assure l'intérim. Il a 50 jours pour organiser les élections à nouveau. Donc, c'est ce qui se passe là-bas actuellement, chers camarades peu d'Afrique. On pleure parce que ce gars-là, avant lui, il y avait un Wawara qui était là. Lui, il était progressiste façon. Lui il était, je dirais pas progressiste en tant que tel, dans notre sens, à nous. Il était un peu pro-occidental façon là. C'est lui là même qui était un 10. C'est un 10. Vivement que la personne qui va le remplacer soit encore un 10. Père à ton âme. Il est tombé en martyr en se battant pour son peuple. Il est tombé en martyr. Mais on ne va pas s'attarder dessus, on va pas spéculer dessus parce que c'est encore frais et les gens pleurent. Quand les gens pleurent leur mort comme ça, il ne faut pas trop spéculer, il ne faut pas trop parler. Quand j'ai dit ça, chers camarades peu d'Afrique, on va profondément analyser 2 faits, 2 sujets d'actualité. Le coup d'État manqué au Congo RDC. Je suis rentré dans mes réseaux. J'ai réussi à avoir cette information. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, on va parler de quelque chose de grave. Et c'est là qu'on va se déployer
dans la sphère géopolitique internationale. On va toucher à tout le monde entier aujourd'hui. Vous savez que, bon, on connaît, c'est un 10. La Cour pénale internationale, la CPI, a lancé un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Le premier ministre, contre le premier ministre israélien pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Je répète, chers camarades, pour ceux qui veulent l'entendre. La Cour pénale internationale, Karim Khan, le procureur de la CPI, Karim Khan, il a lancé aujourd'hui un mandat d'arrêt national contre le premier ministre en exercice israélien pour crime de guerre, crime contre l'humanité à Gaza. Et il a lancé des mandats d'arrêt aussi contre des responsables du Hamas pour crime de guerre encore là-bas. Chers camarades, hein? Non, c'est que on dit étranger à gros yeux, mais il ne voit pas loin, il ne voit pas clair. Le gars, il est comme ça, pile. Il y a beaucoup qui ne voient pas ce qui se passe. Avant-hier, le principal opposant à Netanyahou, qui fait partie du cabinet de guerre israélien, a menacé de démissionner du cabinet de guerre avec son Boeing si Netanyahou ne donne pas le programme, le plan de reconstruction de Gaza après la guerre. Écoutez, ce que je vais vous dire ici, c'est profond. Tout le monde ne pourra pas vous dire ça. Parce que tout le monde ne peut pas. Parce que si tout le monde dit, tout le monde peut avoir des problèmes. Et comme nous n'avons pas peur de problèmes, nous on le dit parce qu'on a Dieu avec nous. Et on n'a pas peur. Je répète, la semaine dernière, avant-hier je pense, le principal opposant à Netanyahou a dit que si Netanyahou ne donne pas le plan d'après-guerre à Gaza, là, et puis d'ailleurs même, son offensive contre Rafah, la dernière ville comment on appelle ça, de Gaza, qui reste là, la dernière ville palestinienne qui reste, et où Netanyahou est en train de mener des opérations aujourd'hui là, ils ont dit, s'ils ne laissent pas ça, ils vont quitter du cabinet de guerre, et puis Netanyahou va avoir problème. Et c'est la même position que les Américains défendaient. C'est la même position que les Américains défendaient. Anthony Blinken s'est déplacé plusieurs fois pour aller en Israël, pour aller dissuader le premier ministre Netanyahou d'aller là-bas, d'attaquer la dernière ville, Rafah. Comment ça se fait que l'opposant principal de Netanyahou parle à Netanyahou, se lève contre Netanyahou et menace même de faire tomber Netanyahou avant la fin de son mandat? Position que les États-Unis défendaient. Netanyahou résiste, il refuse. Il continue ses opérations de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Camarades d'Afrique, mettez les cœurs partagés. Vous venez vous asseoir, vous regardez les vidéos, vous ne mettez pas de guerre, vous ne partagez pas. C'est pas bon. Vous voyez qu'on est embêté par Facebook. Mettez les cœurs partagés, tapotez. Et d'ailleurs, même, mettez les cadeaux. Mettez les cadeaux en quitté ici. Vous comprenez ça? Donc, la même position soutenue par les États-Unis. Parce que les États-Unis ont manifesté leur opposition ferme contre quelque offensive que ce soit de la part d'Israël contre Rafah. Et ils disent qu'ils ne veulent pas que Israël attaque la dernière ville là. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça à Netanyahou. Et on ne veut pas. Quand Netanyahou a dit qu'il va attaquer, forcer, automatiquement, ils ont actionné l'opposant principal à Netanyahou. D'ailleurs, c'est lui qui est majoritaire aujourd'hui. C'est l'opposant principal qui est majoritaire. Et il a dit, bon, il faut donner le nouveau plan de reconstruction de Gaza. Sinon, nous, on démissionne du cabinet de guerre. Et si elles démissionnent du cabinet de guerre, ils vont rentrer dans l'opposition, ils vont rentrer dans les manifestations, ils vont rejoindre la rue. Et donc,
le pouvoir de Netanyahou, forcément, ça va tomber. Et aujourd'hui, que la semaine dernière, en même temps, aujourd'hui, la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt international contre qui? Contre Netanyahou. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Vous voyez où je vais en venir? Vous voyez où je vais en venir? En réalité, je suis en train de vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est les Américains qui sont derrière. Pourquoi? Parce que Joe Biden se rend compte que la guerre de Gaza, la guerre Israël-Gaza, israélo-palestinienne là, non seulement ça coûte cher aux États-Unis, mais ça c'est le côté argent, c'est pas ça. Mais ça coûte beaucoup d'électorat aux Américains, aux démocrates, c'est-à-dire à Joe Biden. Joe Biden sait que si la guerre là, on n'arrête pas ça tout de suite, lui, dans les sondages, il ne fait que descendre. Et Trump est en train de grimper dans les sondages. Malgré la cabale judiciaire qui a été lancée contre celui-ci. Joe Biden, il réalise que les minorités aux États-Unis, les religieux aux États-Unis, qui sont, comment on appelle ça, qui font partie de l'électorat, du margot électorat des démocrates, sont en train de tourner le dos aux démocrates. Ils sont en train de tourner le dos à lui, Joe Biden. Les musulmans des États-Unis, là, ils ne veulent plus entendre parler de Joe Biden à cause de ce qui se passe à Gaza. Et les dernières semaines, le début du mois d'avril là, le mois de mai là, vous avez vu les manifestations ici et là, dans les universités, partout, à cause de ce qui se passe à Gaza. Mais Joe Biden a tout fait pour que Netanyahou arrête. Parce que ça lui coûte cher, ça coûte cher aux Américains, aux démocrates en termes d'électorat. Leurs militants sont en train de les fuir à cause de ce qui se passe là-bas. Ils demandent à Netanyahou d'arrêter. Tiens, arrête. Nos militants sont en train de partir à cause de ce que tu nous fais là. Arrête la guerre. Netanyahou ne veut pas arrêter. Et donc, comme Netanyahou ne veut pas arrêter la guerre, alors Joe Biden, non seulement il actionne le principal opposant à Netanyahou, mais il vient actionner encore la Cour pénale internationale. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Joe Biden, là, c'est lui qui a actionné Karim Khan. Joe qui est là, c'est lui qui a actionné Karim Khan. Sinon, chers camarades, tu dis crime contre l'humanité. Je salue ici l'Afrique du Sud. Je salue ici l'Afrique du Sud. C'est vrai que le président qui est là, lui et moi, on n'est pas trop ensemble. Mais quand même, sur ce point-là, c'est un homme, c'est un garçon. Plusieurs fois, il a actionné la CPI. Afin que la CPI lance mandat d'arrêt contre ce gars, contre Netanyahou. Plusieurs fois, il allait dans le cours international pour leur prouver par A plus B que Netanyahou est en train de commettre un génocide. Mais les Américains étaient toujours derrière Netanyahou. Ils protégeaient toujours Netanyahou. Pourquoi? Parce que il se disait que la guerre n'allait pas trop durer et que ça allait être un truc vite fait et qu'ils allaient pouvoir quand même gagner la bataille médiatique. C'est pourquoi vous voyez les réseaux sociaux ont commencé à dormir. Vous voyez Facebook a commencé à dormir dès que la guerre israélo-palestinienne a repris. Automatiquement, Facebook a commencé à dormir. Et les Américains ont menacé de couper TikTok. D'ailleurs, même en Israël et tout ça, bon, les réseaux sociaux, c'est bizarre. Vous comprenez ça? Donc, pour eux, ils allaient gagner la bataille médiatique. Et en disant que oui, c'est parce que le Hamas a attaqué Israël que Israël riposte. Mais ils ne s'attendaient pas à l'ampleur des dégâts que Netanyahou est en train de causer en Israël. Il ne s'attendait pas au retour du bâton
contre eux. Aujourd'hui, comme ils voient que leurs intérêts sont touchés de plein fouet, leur existence en tant que parti politique même est touchée de plein fouet, leur, comment on appelle ça, leur victoire à l'élection présidentielle de novembre 2024 là est menacée, fortement menacée. Alors, ils reviennent maintenant vers Netanyahou pour dire, hé, mon frère, ce qu'on avait prévu là, ça ne marche pas. Il faut revenir sur tes pas. Arrête la guerre. On va finir les élections. Après, on va aller actionner les gens, certaines personnes. Ils vont venir t'attaquer encore. Et puis tu vas aller. Tu vas reprendre la guerre. Netanyahou dit il n'arrête pas. Lui, il veut finir avec les gens là. Comme eux-mêmes les appellent les animaux. Comme eux, c'est comme ça les gens d'Israël, là, ils appellent les gens de Palestine, de Gaza, hein, les animaux. Donc comme ils les appellent, donc il va finir avec les animaux déjà. Après, c'en est fini. Donc maintenant, comme ils voient qu'en réalité, s'ils continuent, ça va pas les arranger. Donc, il faut faire pression. C'est pourquoi aujourd'hui, la Cour pénale internationale lance mandat d'arrêt contre Israël, contre Netanyahou et son gouvernement, et son ministre de la guerre, quoi là. Son ministre de la défense et quoi là. Voilà. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Pourquoi depuis là, Karim Khan, sa tête, on dirait fesse des bébés. Karim Khan, son front, on dirait pour cabri. Quand tu le vois, pourquoi il ne lance pas mandat d'arrêt contre Draman Ouattara? Alors que Gbagbo a été blanchi. Mais s'il y a eu guerre dans un pays, il y a eu des morts. Si tu as pris un pour aller le juger, et il y a eu deux parties, bon, plusieurs parties, on va dire même deux parties principales. Vous comprenez ça? Mais vous avez pris une première partie, vous êtes allé juger. Mais il fallait juger l'autre camp. Il fallait juger l'autre. Il fallait juger Draman. Il fallait juger Draman. Mais pourquoi il ne lance pas mandat d'arrêt contre Draman Ouattara depuis là? Parce que eux là, ça les regarde pas aujourd'hui. François Zawato, merci pour l'histoire. Ça ne les regarde pas aujourd'hui. Afin de Draman là, ça ne les regarde pas. Mais si les Américains demandent à Draman de ne pas aller aux élections, et que Draman s'obstine à aller aux élections, ils vont actionner la Cour pénale internationale pour lancer mandat d'arrêt contre Draman Ouattara. Pour vous dire que la CPI est un manchin, est un instrument aux ordres de l'impérialisme. Et c'est un levier sur lequel l'impérialisme s'appuie pour enclencher comment on appelle ça, pour enclencher des guerres juridiques contre les hommes qui s'opposent à eux. Que ce soit dans leur camp ou dans le camp adverse, si ça ne les arrange pas, ils actionnent ce levier-là contre toi. C'est la même chose qu'ils ont fait aujourd'hui contre Netanyahou. Et c'est la même chose qu'ils ont fait contre Poutine. Et c'est la même chose qu'ils vont faire contre beaucoup d'autres personnes. Camarades d'Afrique, voilà la réalité à ce niveau-là. Donc, nous disons à la Cour pénale internationale que son ouare là, Karim Khan, son ouare là, ça ne nous regarde pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller prendre Netanyahou. S'ils ne veulent pas, qu'ils le laissent. De toute façon, nous, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. C'est parce que Joe Biden sait que si la guerre continue à Gaza, il ne va pas gagner les élections. Et même si la guerre a fini aujourd'hui, il ne va pas gagner les élections. En novembre prochain, il ne va pas gagner. C'est moi, il ne va pas gagner. Vous allez voir. Camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Voilà. Le coup d'état manqué. Le coup d'état manqué au Congo, RDC. On va vous expliquer ce qui se passe. On va vous expliquer ce qui se passe.
En réalité, Christian Malanga avait... C'est un gars, il était aux États-Unis, il a fait ses études aux États-Unis, il a des enfants américains. Lui-même, il a la nationalité américaine. Il avait son parti politique au Congo. Donc, il a fait une formation militaire là-bas. Il est sorti, je pense, capitaine ou je sais pas quoi là. En tout cas, il est un officier là-bas. Donc, il a fait son coup depuis les États-Unis. Il a planifié tout. Vous avez vu, il y avait des Américains parmi eux. Hein. Il y avait des Américains parmi eux. Il y avait des Américains, des Britanniques parmi eux. Des Anglais, des Américains parmi ceux qui ont tenté de faire coup d'état là. Ils ont pris, je crois, 38 personnes dedans. Il y a eu, je crois, 4 morts, dont le cerveau lui-même. Christian Malanga lui-même est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la page. Tapotez, partagez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique? Le gars s'était dit, il a planifié le coup, selon mes informations, qui sont, on va dire, sûres. Il avait planifié le coup avec l'opposition et des proches de Tshisekedi. Vous comprenez ça? Il a préparé le coup avec l'opposition et des proches de Tshisekedi, c'est dans l'armée républicaine. Ouais, c'est ça, l'armée républicaine de Tshisekedi. La garde présidentielle autant pour moi. La garde présidentielle de Tshisekedi. Donc, quand il engage le truc, quand il engage l'opération, dans un premier temps, ces gars qui étaient dans la garde républicaine devraient non seulement répondre et suivre le chemin qui avait été tracé, mais l'opposition devrait en même temps appeler ses militants à descendre dans les rues. Vous comprenez? Pour faire à peu près comme ce qui s'était passé au Burkina Faso. L'opposition devrait en même temps descendre dans les rues pour demander le départ de Tshisekedi. En même temps, la garde présidentielle devrait laisser la porte ouverte pour qu'il ait accès à Tshisekedi et au ministre de la Défense Bemba, la première ministre et puis le ministre Kambere. Vous comprenez ça? C'est ce qui était prévu. Mais quand lui, il engage le combat, ceux de la garde présidentielle qui devraient ouvrir la porte font volte-face et ils reviennent contre lui. L'opposition qui devrait sortir, ces militants ne bougent pas. Donc le gars, il se fait prendre par son propre piège. Vous comprenez, non? Le gars se fait prendre par son propre piège. En réalité, pour lui, le coup était tracé. Les choses devraient être facilitées. Et il devrait avoir accès à Tshisekedi. Il devrait avoir accès à Tshisekedi. Et puis les autres devraient obéir. Et puis le pays devrait se mettre à sa disposition. Et puis les choses allaient avancer. Et puis en même temps, le peuple devrait sortir pour saluer. Les militants de l'opposition devraient sortir pour saluer en même temps le coup d'État. Pour donner, on va dire, une légitimité populaire d'une manière ou d'une autre au coup d'État. Pour qu'il puisse avancer. Malheureusement, il s'est fait duper par la garde présidentielle et l'opposition. Il est au milieu. C'est pourquoi on prend 38 personnes, mais lui-même on le tue. Pour ne pas qu'il parle. Pour ne pas qu'il parle. Parce que si on le prend vivant, il va parler. Donc, pour ne pas qu'il parle, on le tue. Vous comprenez ça?
Vous comprenez ça? Non? Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Christian Cambéré s'est fait prendre par son propre piège. Les gens l'ont instrumentalisé. Les gens lui ont fait croire qu'ils sont avec lui. Et puis, c'est fini. Voilà. Donc, et puis le fait qu'il y avait des Américains parmi eux, c'est un problème aussi. On ne sait pas d'où ça vient. Sinon, on ne peut pas venir faire un coup d'État contre une armée et faire d'abord une vidéo. Se filmer, se mettre en spectacle, se filmer pour dire je suis devant le truc de Tshisekedi, la maison, la résidence de Tshisekedi, je vais l'attraper, Tshisekedi doit dégager et tout, avant de passer à l'action. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce qui s'est passé à ce niveau-là. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, à notre niveau en Côte d'Ivoire, mais Tshisekedi doit comprendre que s'il y a eu une première fois, peut-être qu'il y aura une deuxième. S'il y a une première tentative, réelle même, je sais qu'il y aura une deuxième. Et je pense que s'il ne fait pas attention, la deuxième tentative va l'emporter. La deuxième tentative va l'emporter. Parce que ce qui se passe dans l'Est là, du Congo là, personne ne peut accepter ça. Aucun digne fils ne peut accepter ça. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, on constate aujourd'hui la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Tomate qui est tomate a augmenté. Tomate est devenue chère même que pomme. Que pomme de terre importée en Côte d'Ivoire. Mais le fait d'augmenter l'électricité, ça fait augmenter tout en même temps. L'électricité, c'est comme carburant. Ça fait augmenter tout en même temps. Donc, c'est grave. C'est grave. La Côte d'Ivoire ne s'en sort plus. Le pays va mal. Le pays va très mal. Donc, on va ici ouvrir le panel pour donner la latitude aux gens de s'exprimer sur la situation qui prévaut dans le monde et en Côte d'Ivoire. Donc, chers panélistes, je vais ouvrir, envoyer vos invitations, on va les accepter. Alors, sur ce, chers camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babo, président de Côte d'Ivoire 2027. Bachi Dips, merci pour les étoiles, mon frère, merci infiniment. Donc, on est ensemble, les gars, merci.